Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends. C'est le format dans lequel on va à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture, la culture comics, mais la culture bande dessinée de façon générale, parce que vous le savez, sur First Print, des fois on s'autorise comme ça des grands écarts où on va aborder d'autres formes de bande dessinée. Et là on est complètement... pas dans nos habitudes, puisqu'on va parler d'un manga, mais un manga fait en France. Mais si vous nous écoutez attentivement depuis le début, c'est un manga qu'on a déjà abordé, puisqu'en fait c'est une série qui s'appelle Reaper, qui est écrite et dessinée par Geronimo Cejudo. On avait reçu Géro il y a 2 ans, alors que le tome 1 était sorti chez Ankama, et maintenant 2 ans se sont passés, il y a 3 tomes de plus, et vous le savez, nous on adore harceler les auteurs et aller les interroger dès qu'ils font des BD et des tomes suivants, et on les prend comme ça, on les emmène sur le toit d'un hôtel à Saint-Malo pour leur poser plein de questions. Géro, tu es avec nous, ça va? Salut. Tu peux même dire que j'ai oublié qu'on s'était vu il y a 2 ans. Hein. C'est vrai, c'est presque une nouvelle rencontre en fait, quelque part. J'ai carrément oublié. Mais je ne t'en veux pas. Mais ça m'est revenu. La petite tape dans le froid. Mais alors justement, on va la jouer comme ça. Pour celles et ceux qui ne t'auraient pas découvert avec le précédent podcast, donc moi je renvoie quand même à ce podcast. Vous tapez Reaper, First Print et tout. Vous avez quand même déjà tout le parcours sur les origines du projet, sur tes influences dans le manga. Oui. Mais si tu devais te présenter en 3 lignes juste pour celles et ceux qui auraient la flemme, vraiment. Je m'appelle Geronimo, je fais ce métier en tant que pro depuis 2018. Tu m'avais dit 2017 la dernière fois. C'est vrai, ça change chaque année. Tu oublies tes propres paroles. 2017. Et actuellement, je suis sur Reaper, 4 tomes actuellement aux éditions Ankama. Voilà, tout simplement. Le pitch de Reaper, tu nous le fais? En 3 lignes? Ouais, non, mais tu peux le faire en 5 aussi. Le pitch de Reaper, ça se passe dans un monde, dans un récit post-apocalyptique où 90% de la population mondiale animale végétale a disparu. Des survivants sont retranchés dans une tour de fortune qui s'appelle le Bosquet et sont entraînés à aller à l'extérieur où l'air est devenu irrespirable. Et en fait, ils vont tomber, l'équipe qu'on va suivre, l'équipe du chêne, va tomber sur Junk, qui lui n'est pas affecté par l'état de la Terre. Et c'est de leur rencontre entre l'équipe du chêne et Junk que tout va débuter. Et après, il y a un délire d'armure, insectes, exosquelettes, des masques qui donnent des pouvoirs, tout ça. Avec un univers très touffu, j'allais dire très fouillé, mais très chargé en fait, et très touffu. Et vu que maintenant t'en es au 4e tome, j'avais envie de te poser juste une question qui est très simple, c'est quel est un peu ton retour en fait d'expérience après 4 tomes publiés, puisque la dernière fois qu'on s'était parlé, il n'y en avait qu'un seul. Alors t'étais au travail activement et tu disais que le second sortait en décembre de 2022. Il s'est passé 2 ans supplémentaires. On voit en plus un petit peu dans tes notes de bonus que tu dis que t'en as un peu chié sur le tome 3, peut-être un peu moins sur le tome 4, mais quel est ton retour d'expérience, parce que c'est du marathon en fait, parce que tu sors des trucs de 200 pages, de plus de 200 pages à chaque fois, qui sont en plus, t'as un dessin qui est très détaillé, enfin très généreux dans les dialogues aussi, et on se dit t'as l'air frais encore, mais quand même. Et c'est vrai que le tome 1, quand il était sorti, il y avait eu ce retour du tome très chargé avec beaucoup d'informations, et c'est l'erreur que souvent on fait quand on est jeune auteur, jeune autrice, c'est que on charge, on a envie de tout raconter. Tu sais, c'est notre première histoire. En plus, Reaper, ça me tient à cœur. J'aime beaucoup cette histoire, j'aime beaucoup ces personnages. Donc, j'avais envie de tout raconter. Le retour que j'ai eu vraiment après la sortie du tome 1, c'était vraiment beaucoup d'informations, beaucoup de textes. Et c'est pour ça que sur le tome 2 et 3 et 4, les retours que j'ai, c'est plus... je trouve pas le mot, c'est plus digeste. Bon, c'est pas le mot qui me sortent les gens, mais c'est plus digeste, on prend plus le temps. Le tome 2, on pose les bases du Bosquet, de l'univers. Du fonctionnement. Le tome 3, c'est vraiment, j'avais envie de faire de la baston. J'ai fait de la baston. Et le tome 4 met un terme à ce premier petit arc, que, pour ceux qui ont lu le tome 4 et les bonus, j'explique que c'est un petit arc style Zabuza dans Naruto. C'est vraiment, tu vois, le premier arc qui va enclencher un peu sur une histoire un peu plus longue. Et à partir de la fin du tome 4, on enchaîne sur le gros premier arc, style tournoi, Chunin, style examen, Hunter x Hunter, enfin un truc plus consistant. Avec la formation de... j'ai pu avoir son... De Billy, c'est ça, avec le rite, on va se centrer... j'ai storyboardé tout le tome 5, je peux teaser un peu. Le tome 5, il se centre vraiment sur Billy, sur Junk, et c'est les deux qu'on va développer dans ce tome-là. Et en fait, ce premier arc va permettre de plus développer l'équipe du chêne, quoi. Et c'est le retour que j'ai aussi, c'est que les lecteurs, dès le tome 1, en fait, ils se sont attachés au perso. Donc ça, c'est cool.
trop bien. C'est vraiment bien pour l'auteur, quoi. Quand t'écris, te dire pour toi, oui, de dire que ça a parlé à des gens. En tout c'est cas, ça, te dire que tes persos sont acceptés et les gens peut-être pas s'identifient, parce que ça doit être difficile de s'identifier à un alcoolique ou à un gars qui a pas de téton, ou je sais pas. Mais ils se sont attachés au perso, quoi. Ils se sont attachés à Junk, à Billy, au Pi. Enfin, vraiment, ils ont kiffé. Et donc là, vraiment, avoir la chance de pouvoir les développer un peu plus, c'est tout bénef, quoi. Surtout que moi je me rappelle, mais j'ai réécouté aussi la discussion qu'on a vue. Je vais pas te mettre genre, moi je me rappelle de tout ce qu'on s'est dit, Géraud, et toi t'as tout oublié. Relation, notre relation. C'est ça, la relation à sens unique de l'enfer. Mais justement tu disais que t'aimerais bien faire 10-15 tomes au départ, mais que si on t'en donnait la possibilité, tu pouvais partir sur 50. Et je veux savoir justement, là, maintenant que t'es au 4e tome et que t'as storyboardé le 5, est-ce que tu envisages toujours ce plan sur 10-15 tomes? Est-ce que tu te dis, je me garde une marge pour potentiellement en faire plus? Comment on travaille ça 50, jamais de la vie. Je pense que je serais mort avant. Ou non, 50, vraiment, c'est trop. Même 30, déjà, rien c'est que déjà le titre, énorme. 30, Hein, en fait, ouais. rien que 4, c'est énorme. Rien que 4, c'est ouais, pardon. Rien que 4, ça prend un temps fou. C'est que, alors moi je trouve encore mon plaisir à faire les pages, à faire Reaper, et tant mieux, mais c'est très long. C'est très long, on est souvent seul, hein, c'est un métier seul. Sur la fin du tome 3, j'ai été aidé par des assistants, 3 potes. C'est même pas des assistants, c'est des potes, hein, vraiment, c'est des potes qui m'ont donné un coup de main pour me sortir de la galère, pour pas qu'ils sortent en retard. Les fameux assistants non payés qui font quoi, on n'est pas payé. Exactement. Et sur le tome 4, ils m'ont aidé à nouveau. Ouais. Mais sur le tome 5, je suis tout seul. Parce que sur les 3, il y en a 2 qui sont auteurs, donc ils vont faire leurs projets, des nouveaux projets en plus. Il y en a un qui serait potentiellement OK pour m'aider, mais voilà. On est seul. Donc, les 10-15 tomes, c'est encore en cours. Tu vois, il y a pas longtemps, j'ai fait mon fil rouge. Et les 10 tomes, c'est la base. Mais en le réécrivant, je me suis dit, ah ouais, merde. Bon, 12 tomes. Et en fait, on sait pas ce qui peut arriver. C'est-à-dire que là, on va démarrer le rite, qui est un gros arc de ce que j'imagine. Donc, ça peut aller jusqu'à 13, 14, 15, selon la scène, quoi. En fait, j'ai plein de... Je crois, peut-être je l'avais déjà dit pour le tome 1, j'ai plein de grandes scènes importantes, impactantes que je veux raconter pour développer les persos. Mais tout ce qu'il y a entre, aucune idée. Tu peux te laisser une marge de remplissage ou de surprise même. Mais c'est ça, mais même de surprise pour moi. Ouais. Parce que j'ai envie aussi d'être surpris par mes personnages et ce qu'ils ont à raconter, ce qu'ils ont à développer. Il y a plein de trucs dans le tome 4. C'était pas prévu que ça se passe comme ça. T'as un exemple juste un peu pour raconter comment justement quand ça se passe, parce que c'est un truc qu'on entend souvent en plus de la part des auteurs. Alors pour le tome 4 peut-être pas parce que ça spoil, mais sur le tome 2 par exemple, toute la manière dont il est écrit, de base il n'était pas comme ça. Dans le tome 2, Junk devait rencontrer Klaus et Kamalby, qui sont des grands chefs et bras droits qu'on voit dans le tome 3. Ouais. Il devait les rencontrer dans le tome 2, il devait y avoir tout un arc avec eux et tout. Et ils partaient en mission avec et tout. Et en fait, pas du tout. Il se passe pas du tout ça. On voit Klaus pour la première fois à la fin du tome 3, avec les autres grands chefs. Donc c'est vraiment des petits détails qui vont rendre la lecture plus fluide, je pense. Enfin, j'espère. Pour toi, en tout cas, ça te permet de, peut-être même aussi de diluer, en tout cas de d'étaler. Ouais. Plutôt, en fait, et puis ça permet de plus se centrer sur les persos principaux, sur l'équipe du chêne. Parce que j'aime beaucoup créer des persos. Oui, mais ça c'était une question. C'est vraiment un truc que j'adore, créer des persos, créer des designs à la Guilty Gear, un peu à la jeu de combat. Tu vois, quand j'imagine mes persos, je les imagine dans un jeu de combat pour les faire stylés et tout. Et mais je me dis, faut pas non plus que je m'éparpille. C'est cool de créer plein de persos. Mais faut pas non plus que ça devienne One Piece, et j'adore One Piece. Hein. Mais One Piece, c'est 108 ans, donc t'en as encore 104 à faire. J'en ferai jamais ça. Jamais. On en reparle dans 30 ans peut-être, mais... mais du coup, c'est pour ça que je me dis, vaut mieux que je me centre sur mes persos, et que les lecteurs s'attachent encore plus à ceux-là de persos, à l'équipe du chêne. Lance, Nessa, le Pi, Billy, Junk, Crappy aussi. Crappy qu'on voyait moins quand même, c'est ça. Sur les 2 derniers tomes. Qu'on voit beaucoup moins, qui va revenir du coup. Vu qu'on revient au bosquet, et sur Hawk aussi, l'escargot, qui est beaucoup apprécié. Donc voilà. Donc c'est vraiment histoire de me recentrer, tout simplement, pour pas partir dans tous les sens, et pour clore leurs arcs à eux, clore leur développement,
et puis peut-être passer à autre chose, quoi. Enfin, passer Mais c'était une question sur laquelle je voulais revenir justement parce que oui, il y a beaucoup de personnages et alors tu disais que par rapport au retour du tome 1, tu t'es calmé un peu pour mettre moins d'informations. Moi, à titre personnel, je trouve que c'est quand même toujours très riche en fait. Mais quand tu compares à beaucoup d'autres registres de shonen de façon générale, tu vois, je trouve que c'est quand même, t'as toujours des nouveaux concepts, on apprend plus sur la façon dont l'écho fonctionne. T'as en plus t'as le stade 3 de transformation qui arrive, d'un coup on part sur des trucs de géants. Il faut avoir lu le tome 4 là. Oui, mais après il est sorti, donc voilà, j'en ai pas trop dit, pas trop dit, mais voilà, tu vois, t'as une strat et t'as des personnages qui apparaissent quand tu apparaissent justement les différents chefs de faction, t'en as encore d'autres qui apparaissent et tout ça, et c'est ça où je me demande aussi comment toi tu gères, ce que t'as, je sais pas si je te l'avais déjà posé, mais genre des post-it sur un énorme mur et en plus avec un marqué, ça doit apparaître là, ça doit apparaître là avec une double timeline. Alors, je le dis avant d'oublier, le tome 5, c'est normalement le dernier tome où il y a des informations, en plus, de nouvelles informations. Après, on saura tout et on pourra évoluer. Avec le tome 5, en fait, il y aura un flashback sur Billy. Ça, je le dis en stream et tout parfois. On va se centrer sur Billy et on va apprendre un peu comment on devient Reaper. Tout ça, toutes les mécaniques avec les gants, avec la chrysalide à l'oreille, etc. Donc, il y a tout ça qui va être mis en place et après, c'est fini. Normalement. Après, il y aura tous les mystères qui seront élucidés, mais pas de nouveaux trucs en plus pour étoffer le lore. Et c'est vrai que sur le Discord Reaper, il y a beaucoup de gens qui me disent que c'est touffu, comme tu disais. Il y a beaucoup, mais tant mieux. Ils me disent tant mieux, au moins on cherche, on creuse. On est heureux de creuser, de chercher, il y a une mythologie, quoi. La mythologie Reaper qui se crée au fur et à mesure. Mais que toi, t'avais déjà en tête depuis le départ, ou est-ce que tu t'es aussi, non, d'accord. Vraiment, pour répondre à ta question, j'ai derrière moi un tableau que je me suis acheté exprès, tableau Velleda. Et sur le tableau, il y a le gros arc qui arrive, par scène. Genre, il va se passer ça. Et tout ce qu'il y a entre, c'est vide. Et après, à côté, il y a plein de notes. Après, j'ai un carnet aussi. Avant d'avoir écrit le tome 1, j'avais un carnet que j'ai rempli avec tout le lore, toute la mythologie, l'origine de tous les personnages, leur développement, etc. Donc, est-ce que c'est encore facile de créer des personnages pour toi? Parce que tu dis que t'adores créer des persos, notamment des chara design et tout ça. Est-ce que c'est facile encore? Parce que quand on avait une trentaine, est-ce que t'arrives encore à facilement trouver quelque chose qui puisse se démarquer du reste? C'est difficile, je pense. On peut facilement se dire que tout a été fait. Je pense que c'est ce qu'il faut pas se dire. On s'en fout que ça a été fait parce qu'en fait, on a tous une sensibilité différente et une manière de raconter différente. Donc, même si mon perso, c'est vrai que Junk, parfois, il est comparé à d'autres. Naruto, un Asta, un Naruto. Mais c'est pas grave. Il a son truc. Les lecteurs me disent non, mais il a quand même son truc. On s'attache à lui quand même. Il a même des trucs en moins. Il a pas de téton, il a pas de trou du cul, enfin voilà. Ça tu l'expliqueras quand même. Oui. D'accord. Mais c'est pour ça que les gens s'attachent à lui, ils veulent savoir pourquoi. Bah oui, c'est pourquoi il a pas de nombril. Pourquoi il a pas de nombril. Et c'est pas Kyle XY. J'ai jamais regardé Kyle XY. J'ai pas regardé non plus, mais effectivement. Mais oui, c'est très dur de créer de nouveaux archétypes. Moi, je me base quand je crée un nouveau perso, je me dis ok, il aura cette fonction, parce que parfois un personnage fonction peut être utile pour faire avancer un développement, un scénar. Et puis il y en a d'autres, c'est juste un trait de caractère. Je veux que lui il rigole comme ça, je veux que lui il ait des bouts d'oreilles, enfin des trucs. Mais après c'est vraiment le kiff de créer des persos. Ça se trouve je vais en créer plein et la plupart vont y passer ou vont même pas apparaître, quoi. Dans le tome 5, il y a 15 nouveaux persos qui apparaissent, quoi. C'est ça pour ça qu'il a dit promis c'est la dernière. Et c'est ça, en fait on va se centrer sur ces 15 là, on va les suivre et ça se trouve c'est énorme 15. Et c'est 15, c'est énorme. Tu parles de se centrer mais tu ne peux pas te centrer. Mais en fait on va rester centré sur l'équipe du chêne et tous ces persos là vont graviter autour de Lance, de Junk, etc. Et c'est peut-être que je sais pas encore parce que j'écris pas à l'avance, mais peut-être on va se centrer sur une équipe plus qu'une autre, etc. Et d'autres vont disparaître ou dans le flot d'informations, mais voilà. C'est intéressant ça. Donc t'écris pas à l'avance tout. Alors non. Comment tu gères ton process d'écriture? Je sais que j'ai ma fin qui est pas notée, je l'ai en tête, que j'ai eu l'an dernier en plus. C'est une fin en plus. T'avais pas la fin au début. J'avais pas la fin au début. Ouais, c'est vraiment, je savais pas où j'allais. Ok, très bien. Je sais ce que je veux raconter.
mais je savais pas ce que je voulais à la fin vraiment de Reaper. Là, je l'ai maintenant. Et à la fin, c'était un rêve, quoi. Et à la fin, c'est le coma. C'est ça. Junk est dans le coma. Non, c'est Lance dans le coma. Non, mais, et du coup, j'ai la fin maintenant. Je sais où je vais. Peut-être je l'avais déjà dit pour le tome 1. Pour le tome 1. Je sais où je vais, mais je sais pas comment j'y vais. Ouais, ça tu l'as dit, ouais. Voilà. Effectivement. C'est juste ça. Et ça a pas changé. En fait, il y a, comme je te dis, il y a les grandes scènes que je vous racontais. Celles-là, elles sont écrites. Elles sont derrière moi sur le tableau. J'ai des petites notes et tout. Et, par exemple, pour le tome 4, alors là, ça va spoiler, mais C'est un léger spoil. Après, en général, les gens écoutent les podcasts Super Friends quand ils ont lu, surtout là après, où c'est marqué dans le ça titre, spoil pas vraiment, mais Reaper Tome 4, voilà, mais tu peux. il y aura un dialogue. Enfin, dans le tome 4, il y a un dialogue entre Black Sphinx et un autre personnage. Je dis pas comme ça spoil Voilà, pas tant que ça. Et ce dialogue-là, pour rester cohérent et pour pas dire n'importe quoi, j'ai dû écrire tout ce qui s'est passé il y a 15 ans, il y a 10 ans, Ouais. et vraiment scène par scène, quoi, pour que chaque phrase soit cohérente avec ce qui se dit dans le présent. Parce que si après, j'ai l'intention de dessiner ce qui s'est passé il y a 15 ans, s'il y a un truc qui coïncide pas avec le tome 4, ça sera pas cohérent. Et là, c'est moi qui suis marron, quoi. Ouais, ça, et les gens, ils vont pointer tes erreurs. C'est ça. Donc ça, c'est quelque chose Il peut y avoir des incohérences. Le manga, il sera pas parfait. Et il y a déjà des incohérences. Il y a des petits trucs, des petites phrases, voilà. Il y a des incohérences, mais c'est pas un truc énorme. Mais par rapport à des gros dialogues qui vont amener des subtilités et des développements dans l'intrigue, là, il faut que j'écrive le truc. Et ça me saoule parce que j'ai envie d'être surpris moi-même. Mais bon, il fallait. Il faut C'était un nécessaire. peu contrôler quand même. C'est ça, il faut contrôler un peu parce que c'est une histoire qu'on livre à des gens. Ils veulent pas être non plus lâchés. Ouais. Faut les prendre au sérieux, quoi. Et tu fais des allers-retours un peu avec ton éditrice qui te conseille aussi parfois sur. Il y a des allers-retours, mais sur le scénar. Non, pas trop. Ouais. Non. Là-dessus, t'es assez Vraiment, libre. c'est moi et ma compagne qui Ouais. m'aide énormément. En fait, je fais que lui parler de Reaper tous les jours. Ouais. Et même quand elle rentre du boulot le soir, elle me dit pas. Hein. C'est une épreuve de Mais je pense patience. elle a envie de m'envoyer des trucs à la gueule. Mais sans elle, je pense qu'il y aurait pas les gros retournements de situation, les gros plot twists. Vraiment, elle m'aide énormément. Je lui raconte tout. Et parfois, même elle a un regard extérieur, donc C'est peut-être ça. mais même le fait, parfois elle répond pas. Juste à l'écoute. Et rien que le fait d'en parler à voix haute, je Toi, me dis, ça te fait. ah ouais, ok, je cogite, ça me fait débloquer des trucs. Et je dis, tu vois, rien que te parler, ça m'a débloqué des trucs. C'est la seule personne à qui j'en parle, de toute manière. Oui, et puis j'imagine que tu fais rentrer personne chez toi parce que quiconque verrait le tableau. Il y a mes potes parfois qui rentrent, mais ils viennent pas dans l'atelier parce que ils disent aussi Reaper. Et du coup, il y a tous les spoils au tableau. Mais il y a vraiment tous les spoils là. Là, c'est vraiment le pire truc qui pourrait t'arriver, c'est qu'on débarque, qu'on prenne une photo et qu'on la poste. C'est ça. Là, c'est. Ou qu'on me hack mon PC parce qu'il y a toutes les photos sur mon PC. Donc voilà. Exactement. Bon, c'est quoi ton adresse? Le blackmailing de l'enfer. J'avais aussi une question juste parce que manga très riche dans le décor aussi, beaucoup aussi dans les actions. C'est-à-dire que même quand tu fais des scènes d'action, en fait, t'as les lignes de vitesse, les lignes de mouvement. Enfin voilà, ça explose dans tous les sens. J'adore tes mouvements circulaires aussi. Ah ouais? Ouais, ça claque, tu vois. Merci. Mais c'est pareil, j'aurais presque envie de te dire, mais est-ce qu'on profite pas un peu des scènes d'action pour se reposer justement Alors, ou pas? Oui et non, parce que le tome 3, quand je l'ai fait, je me suis dit, vas-y, je vais faire que de l'action. Bon, il n'y a pas que de l'action, mais je veux faire un tome centré sur le combat. Et j'ai envie de faire une scène dans le tome 3 muette. Tu sais, il y a une scène de 10 pages, clin d'œil au Gardien de la Galaxie 3, où il y a toute une scène où ils se battent avec la musique. Le plan séquence. Voilà, le plan séquence où il y a toute l'équipe qui se bat, vraiment, il n'y a pas de dialogue. Il y a que la musique Brooklyn, je sais pas quoi, là. Et je voulais faire un truc comme ça. Et en fait, c'est bien dans la tête. Sur le papier, c'est moins parce qu'en fait, arrivé à la fin du combat, tu dis, et plus jamais. Et en fait, le combat, il continue sur le tome 4. Et à la fin du tome 4, enfin, à la fin du combat, tout ça, tu dis, c'est bon. Enfin. Mais j'adore dessiner des combats, j'adore dessiner de l'action, donc il y en aura d'autres parce que il y a quand même cette vibe shonen et moi je kiffe encore les shonen. J'ai envie de faire mes persos qui développent des pouvoirs, qui se surpassent, tu vois, même si c'est un peu moins à la mode entre guillemets.
Mais j'ai quand même envie de faire mes persos qui développent des nouvelles formes, qui développent des trucs, juste pour le kiff. Quitte à risquer de tomber dans le héros qui est trop fort, enfin dans le Sengoku, clairement, quoi, tu vois. Clairement, parce que dès le début, Junk il est trop fort. Ouais, c'est ça. Junk il peut activer sans les gants. Il a pas besoin de ça. Il fait de l'écho naturellement. Il est trop fort. Déjà, il est trop rapide. Il est pas sensible à l'air toxique déjà de base aussi. Donc de base, Junk est trop fort. Mais voilà, après c'est à l'auteur de trouver des moyens de le nerf un peu, de réduire sa puissance, etc. Et là, du coup j'ai réussi, je pense. C'est du spoil. C'est du spoil du tome 4. C'est un petit peu du spoil. mais ouais, c'est kiffant de dessiner des scènes d'action, mais t'es épuisé à la fin. Ouais. T'es épuisé. Je sais pas comment ils font ceux qui font que ça, mais. Ceux qui font que ça, je pense que déjà ils ont vraiment des assistants tout le temps aussi. Donc peut-être que c'est un petit peu différent parce que toi tu n'en as pas. Mais justement, c'est en termes de rythme, comment t'as dû ajuster ton rythme de travail? Pas tellement. Je travaille toujours 7 jours sur 7. Du matin au soir, comme la dernière fois, je pense que j'avais déjà dit ça, je pense. C'est vraiment, alors il y a depuis le tome 4, enfin la fin du tome 4 et la tome 5, je réorganise un peu mieux mon temps pour passer du temps avec ma compagne, avec mes amis, tout ça, pour jouer aux jeux de société quand même, parce que j'aime bien les jeux de société, pour jouer un petit peu aux jeux vidéo. Et mais je trouve quand même du temps pour faire d'autres dessins à côté. Parce que le dessin, faut quand même que ça reste un plaisir. Même si Reaper, je kiffe et c'est toujours un plaisir de dessiner. Il y a des moments où t'as envie de souffler et de dire bon, c'est bon, Junk, je l'ai trop vu. Ça reste fatigant aussi. C'est ça, je vais dessiner un peu des Pokémon, je vais dessiner un peu des trucs à droite à gauche, faire des petits fan art. Pour garder ce plaisir, dès que je reviens sur Reaper, je suis content de toute façon, je suis toujours content de bosser sur Reaper. Vraiment, c'est que du kiff. Donc, dans les monstres un peu, tu dis parfois même dans les notes aussi que tu t'inspires de choses, d'objets de la vie courante, d'insectes. Notamment, t'as un kiff avec les insectes aussi. Ouais, les insectes, les monstres, c'est les pâtisseries aussi. J'aime bien. Il y a un truc avec des macarons. Enfin, parce que mais ce qui est marrant du coup, c'est que t'as fait un concours. Oui. De Wendigo. Sur le tome 3. Ouais. Parlons un peu de ce rapport du coup. Ça c'est sur le Discord. Tu l'avais monté quand le Discord alors juste. Il s'est monté quand? Il s'est monté au début du tome 2 je crois. C'est un truc de Jones les Discord. Au début, on est quoi? On est 500 dessus. Et il y a toujours des nouvelles personnes. Il y en a qui partent, il y en a qui reviennent et tout. Il y a un peu les piliers sur le Discord, il y a ceux qui sont là depuis le début. Les OG. C'est ça. Et vraiment, sans eux, ça serait pas pareil. Là, actuellement, tu vois, il y a Blusto et Felouche, s'ils écoutent, ils se reconnaîtront, qui sont en train de bosser sur le wiki de Reaper. Okay. Il y a Cody aussi. Donc, ils sont 3 sur le wiki. Comme ça, moi, hop, je peux aller choper des infos et je suis pas obligé de réouvrir mes tomes à chaque fois. Donc, sur ce Discord, j'avais lancé pour le tome 3 un concours comme ça. J'avais dit voilà, si vous voulez vous pouvez créer des Wendigo et j'en prends 3 et je les mets. En fait je les ai tous mis. Il y en a eu quoi, une vingtaine et je les ai tous mis dans la scène muette. Alors il y a les 3 qui ont eu la double page, les 3 macarons là, parce que je trouvais ça stylé de mettre 3 macarons, mais tous les autres je les ai mis quoi parce que ils étaient ouf et puis les gens comme ça ils ont pas fait ça pour rien. Mais c'était vraiment pour le Discord. Et sur le Discord, tu vois, il y a plein de trucs. On a organisé pour les 1 an de Reaper le redraw du premier chapitre. Donc il y a eu 90 personnes qui ont dessiné une page. Il y en a qui ont dessiné plusieurs pages parce qu'il y a des gens qui ont fait les fantômes à la fin. Tant pis. Mais c'était ouf. Il y a des gens qui ont fait des pages en couleur. Là actuellement, il y a le Reapertober. Pour le Inktober. Donc tous les jours il y a des gens qui postent des dessins avec des thèmes en rapport avec. Donc t'as vraiment réussi à développer aussi à fédérer une communauté autour de ta BD quoi. Je sais pas si on peut dire fédérer une communauté. Il y en a qui disent que je suis le gourou d'une secte, mais après. Alors voilà, si c'est juste une question de sémantique, c'est globalement c'est la même chose, mais voilà, t'as quand même plusieurs centaines de personnes y a des gens, qui se sont assez investis pour te dire en fait je vais aller sur un design. Ils sont motivés, ils sont chauds. Il y a surtout sur le Discord, il y a le channel spoiler théorie. Et là, ça théorie-craft de ouf. Et je kiffe. Mais parce que t'as un univers qui s'y prête aussi, quoi, forcément. C'est ça. Ne serait-ce que sur la question qui m'obsède, moi, toujours, c'est pourquoi Junk n'a pas de junk, du coup, effectivement, tu vois. N'a pas de junk, exactement, c'est vrai. Pourquoi? Parce que moi, je dis, il y a pas longtemps, alors c'est ce que tu dis forcément, c'est parce que c'est un Wendigo, en fait, c'est bon, c'est grillé. Et j'imagine bien que ce n'est pas le cas, ou qu'il y aura une subtilité, Il y a un truc que je dis, c'est si Junk est un Wendigo, je suis le pire scénariste du monde. Ouais.
C'est, tu sais, c'est le ce truc serait le twist, ce serait le truc trop facile, quoi. C'est c'est sûr, le mais, truc du Yuji dans Jujutsu, c'est un fléau, il combat les fléaux. Dans l'attaque des titans, c'est un titan, il combat les titans. Tu sais, il y a toujours ce. Et Ouais. alors Junk, c'est un Wendigo, il combat les Wendigo. En plus, il les combat même pas, donc. ouais, ça, il veut pas les combattre. Il veut pas les forcément. combattre, c'est malgré lui. Mais si j'en fais un Wendigo, vraiment, je suis le pire scénariste. Mais après, peut-être là, c'est du bluff. Hein. Mais est-ce que tu sais? Peut-être là, c'est du poker. Peut-être que c'est du poker, mais est-ce que tu me bluffes ou pas? Mais est-ce que tu sais? Ah oui, Junk, depuis ouais. le début, son origine est écrite. Ouais. Toute son histoire est écrite noir sur blanc, vraiment, je sais. Alors, il y a des trucs qui peuvent changer. Rien n'est vraiment gravé dans la roche, mais donc ça peut évoluer. Mais Junk, je sais où je vais avec. Ouais. Mais ce qui est chouette aussi avec Reaper, c'est justement quand on disait que Junk veut pas buter les Wendigo, c'est que justement tu t'éloignes un peu de ce côté juste faction gentille contre méchant. Alors ça reste toujours très bagarre, Voilà, mais avec quand même des nuances et tu mentionnais l'attaque des titans, mais tu sens que qu'à un moment peut y avoir un changement de perspective en fait sur ce que sont aussi les Wendigo, qui sont pas juste en fait des créatures sans âme, quoi. Clairement, oui, c'est parce que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, quoi. Et il y a des nuances. Tout le monde se bat pour ses intérêts, tout le monde se bat pour ses idéaux. Même s'ils sont néfastes ou mauvais, la personne qui se bat pour son idéal, s'il est mauvais, pour elle, il est bon. Enfin, c'est le même questionnement qu'il y a tout le temps. Et c'est à voir quel point de vue je veux aborder par rapport à ça. C'est tout. Tu te sens prêt à twister l'esprit de tes lecteurs à un moment? J'espère. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est faire pleurer mes lecteurs. On t'a pas dit. Si t'avais déjà réussi à les faire, sur le tome 1, pleurer, quand Junk il parle de ses parents c'est en dur. plastique, C'est il y super dur. en a qui ont un peu l'alarme et tout. Dans le tome 4, il y en a qui ont un peu par rapport à. Oui. Là, c'est du gros là, spoil. c'est du gros spoil, donc on va pas le dire. Ouais, mais effectivement. Mais par rapport à peut-être un flashback, on va dire. C'est ça. Donc il y en a un petit peu, mais pas. Mais en fait, c'est sadique un peu en plus de dire ça. J'ai envie de faire pleurer les gens, mais. Tu veux les toucher en tout cas. Mais faire toucher les gens, les faire pleurer, vraiment, c'est quelque chose de très dur dans une histoire à faire, parce que tu peux faire rire, il peut y avoir des trucs comiques et tout, mais faire pleurer, vraiment, tu touches au plus profond les gens. De leur fragilité en fait, de ce qu'ils veulent faire. Et ça veut dire que tu les as touchés vraiment avec une histoire qui leur parle. Donc moi, je sais que la seule fois où j'ai pleuré, je crois, dans un manga, c'est quand le Vogue Mary il est brûlé dans One Piece, quoi. Alors je te fais juste une confidence, j'ai jamais lu One Piece. Je fais partie de ces gens qui ont pas grandi, qui ont pas grandi. C'est long, c'est très long. Non, mais j'ai envie en plus. J'ai grave envie, mais Naruto. Il va y avoir un nouvel animé. Naruto, One Piece. C'est vrai. Je suis passé à côté quand ça a pris. Moi, j'étais déjà sur d'autres trucs et voilà, et j'ai pas pris. Mais moi, je peux comprendre. Mais moi, c'est Dr. Slump, Dragon Ball, des trucs comme ça. Mais je suis un peu plus vieux, je crois que. Non, mais Dragon Ball, c'est un classique. Après, Dragon Ball, c'est intergénérationnel, mais justement, enfin, ça me touchait par contre en réécoutant l'émission qu'on avait fait, que en fait, quand t'avais gagné le deuxième prix du concours, que t'avais eu un mot de Toriyama, ça a dû être particulièrement dur quand t'as appris son décès aussi, quoi, et qu'il lui fait un joli petit hommage d'ailleurs dans le tome 4, et je me suis dit putain, c'est fou, parce que t'avais eu un mot du grand maître, quoi. Et ouais. Moi, j'aurais bien aimé le rencontrer. Je pense que tout le monde aurait bien aimé le rencontrer. Toi, peut-être plus que d'autres quand même. Après, rien que le fait d'avoir eu un mot de lui, c'est déjà fou. Ouais. Même si c'est pas sur Reaper, tu vois, t'en fous, oui, c'est sur Devil Dive Inferno. Mais rien que le fait qu'ils te disent, tu sais raconter une histoire, ton découpage est cool. Il y a Kazue Kato aussi, l'autrice de Blue Exorcist, qui a fait un message aussi. Je suis moins fan, mais quand même le respect pour ces auteurs-autrices qui sont incroyables. Et puis tu te dis juste, Oda l'a lu, Takehiko Inoue l'a lu, Kohei Horikoshi l'a lu, c'est juste ça, c'est fou, tu vois, rien que ça. Mais ouais. Et pour revenir juste sur les émotions, tu parlais du rire un peu. Est-ce que c'est dur de faire rire en bande dessinée? Ouais. Parce que moi je sais, enfin, alors là j'ai pu retrouver le nom, mais qui fait encore, on n'est pas sorti de ma verge dans le gars qui invente parce que moi aussi parce que j'ai aussi ce défaut, c'est que j'invente des expressions. Ouais, parfois je me trompe complètement, je me fonds dans des expressions. Faut que tu me dises. Dès que tu tombes, tu m'envoies et du coup t'en as à chaque fois des c'est trop dur d'en trouver. J'en ai plein la bouche. On n'est pas sorti de ma verge. Ouais. C'est ma blague préférée de tout Reaper. C'est pour vraiment rien que la relire, ça me fait rire. Et c'est dégueulasse, hein. Les gens ils m'ont dit j'ai rigolé, mais c'est dégueulasse. L'image elle est horrible. Horrible. Forcément. Et c'est très faire pleurer quelqu'un, c'est encore plus dur. Faire rire un peu moins, parce qu'en fait on a tous des humours différents.
Ouais, mais c'est ça le truc, quoi. Et ça touche une autre sensibilité. Après, tu dirais que l'humour de Zizi, c'est très universel chez les garçons, quoi, on va dire. Pipi caca, tu vois, Dragon Ball. Oui, aussi. L'humour pipi caca. Mais ça peut ne pas faire rire, hein. Ça peut vraiment, moi, je sais que, à force, enfin, s'il y en a trop, oui, non, mais c'est vraiment trouver la blague, la phrase, le truc, c'est super dur. Et il faut pas forcer. C'est un truc, faut pas le forcer. Si la blague, elle vient pas, bah viens pas, tant pis. Et même dans les dialogues, parce que c'est vrai que parfois t'as des séquences où t'as beau être dans un moment sérieux où t'enchaînes les répliques et entre deux répliques sérieuses t'as des vannes qui fusent aussi, et ça c'est même qu'il y a un équilibre à trouver aussi pour toi. Il y a un équilibre pas souvent bien respecté. Tant pis, c'est pas grave. Je sais que Crappy parfois il aime bien faire des blagues, tu vois, mais en fait c'est un truc, c'est mon personnage, je me dis il aurait dit ça, bah je lui fais dire. Alors il y a des trucs que je supprime. Mais s'il faut qu'il le dise à ce moment-là, il le dira à ce moment-là, parce que c'est un truc que je dis aussi en délicat, c'est si tes persos sont bien écrits, normalement leurs dialogues s'écrivent naturellement. Ouais. Et l'histoire s'écrit naturellement par l'échange entre les persos. Et alors, je dis pas que c'est ultra bien écrit, ou que les persos sont super bien écrits, mais c'est pour dire, là j'en suis à un moment où mes persos, je les connais suffisamment, pas tant que ça, mais suffisamment pour me dire, ah ouais, il dirait ça. Et ça vient naturellement, en fait. Quand ils échangent, par exemple, dans le tome 4, quand Nessa et Junk, au tout début du tome, échangent, c'est venu naturellement. C'est, je sais de quoi je veux parler et les deux persos vont échanger rapidement, quoi. C'est tout. Très bien. Il y a aussi un truc, il me semble que c'est cet été que tu as gagné un Daruma. Ouais, le Daruma à Japan Expo. Ouais. À la Japan Expo, qu'est-ce que ça fait, parce que bon bah voilà, à force d'être lauréat de gagner des prix, est-ce que t'as pris des chaussures extra larges pour tes chevilles? J'ai mis mes belles chaussures en plus. Les chaussures à talonnettes. Est-ce qu'on y accorde un peu d'attention quand même, ou ça te passe Ça me passe pas au-dessus, parce que c'est super cool et gratifiant pour son travail d'être reconnu, d'être primé, quoi. Après, c'est pas pour ça que je fais ce métier. C'est moi, de base, je fais vraiment ça parce que j'ai envie de raconter des histoires, j'aime créer des personnages et j'ai envie qu'on lise mes histoires et qu'on les apprécie. C'est juste ça. Et rien que le fait que les lecteurs kiffent Reaper, moi ça me bat. Rien que quand je vois les théories sur le Discord, je vois les gens échanger, ils sont fous, ils théorie craft à l'infini. Rien que les lire, c'est incroyable. Avoir un prix, c'est le bonus. Surtout que le Daruma, bon, c'est pas non plus... Je sais pas si c'est récent en fait. C'est récent, en plus le Daruma French Touch. Oui, c'est la French Touch, mais justement, enfin, je suis désolé de te couper, mais ça m'amène aussi sur le fait que depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, en fait, il y a eu quand même un vrai élan en fait de création de mangas français en fait. Alors ça c'est super cool par contre. Ouais, je voulais avoir ton ressenti. Alors tu trouves que c'est cool, mais en même temps, du coup, ça te fait une forme de concurrence plus directe. Non, il y a pas vraiment de concurrence. Tu sais, on n'est pas beaucoup dans le manga français, on se connaît vraiment tous. Là, à midi, je mangeais avec Renaud, Roro, Néo, il y avait Kali aussi. Donc, on est quoi? On est 30, même pas, dans le manga français. On se connaît tous. Après, on peut pas apprécier tout le monde, parce que c'est comme ça. Mais on se connaît tous, on sait tous ce que fait un tel, à peu près. Après, on peut pas suivre toutes les séries. Ouais. Mais c'est super cool pour la créa, pour le manga français. Après, maintenant, ce qui serait cool, c'est de dire juste manga et plus manga français. Alors, il y en a qui auraient pas cet avis. Johan, qui fait silence, n'est pas de cet avis. Il dit que, au contraire, il faudrait continuer à dire manga français pour justement montrer cette diversité, entre guillemets. Je sais plus comment il avait expliqué ça en stream, mais bref. Et mais il y en a de plus en plus et surtout de qualité. Et ça, c'est bien. Tant mieux. Est-ce que t'as un avis, enfin je sais pas si faudrait dire est-ce que t'as un avis, parce que forcément t'as un avis sur quoi, le manga mais français. Sur le manga français, mais aussi le fait même que en fait que les éditeurs aient finalement joué le jeu de façon plus directe. Alors on pourrait être un peu cynique en disant vu l'explosion du manga qu'il y a eu en France entre 2020 et 2022, forcément ils ont pris forcément en fait c'est le coche qui a été pris et qui voit les premiers albums publiés là ensuite en 2023-2024 et en même temps peut-être qu'aussi que c'est peut-être une prise de conscience effectivement qu'on a un vivier d'auteurs et d'artistes complètement niqués par le manga et qui veulent en faire quoi, non mais qui veulent vraiment, qui veulent pas clairement, qui ont digéré les codes du manga, qui ne font plus que
qui ne font plus singer le manga. Enfin, ça c'est un truc qu'on m'avait dit il y a 10 ans, que les Français qui veulent faire du manga, ils singent le manga. Non, bah non. Enfin, je pense que Tony je pense qu'Anthony Valente ou les Lemaire ont montré déjà depuis des années. Voilà, c'est ça. Les jeunes de maintenant, ils veulent faire du manga, ils kiffent le manga, tout ça. Donc c'est cool. Après, j'ai pas vraiment un avis sur le fait que les éditeurs prennent le risque d'éditer. Ça, je pense, c'est question de subvention, de machin, bref, c'est leur délire. C'est cool parce que ça permet à des auteurs d'en vivre. Ça permet à des auteurs, des autrices de faire leur première œuvre, leur premier manga et de kiffer le lectorat, quoi, le public, la rencontre avec le public et juste d'avoir son bouquin, d'avoir son tome 1, quoi. C'est juste ça. Et mais après, un avis global sur le manga français, c'est encore trop jeune. Ouais, tu penses on peut pas avoir de recul forcément. C'est encore trop jeune et en plus, j'ai l'impression que alors là, c'est vraiment pessimiste, mais là, c'est récent cette pensée-là. J'ai l'impression ça se casse un peu la gueule. Ok. Mais peut-être pas parce que les chiffres, je regarde pas, ça m'intéresse pas. Et tu regardes les tiens quand même, j'espère. Même pas. Ah ouais? Non. Donc tu sais pas si. Non, mais ça va me parasiter, ça va me saouler. Vraiment, ça va me. C'est un truc. Tu vois, s'ils sont mauvais, je vais me prendre la tête et je vais tourner en boucle, je vais ruminer. S'ils sont bons, je me connais, je vais prendre le melon, je vais être, je vais devenir un connard. Et non, je préfère pas regarder, je les mets de côté. Je fais que mes pages. Je me concentre sur mon histoire, c'est déjà trop dur d'écrire. C'est vraiment, faut développer les persos, écrire l'histoire, dessiner. C'est trop dur, donc non, les chiffres. Si je dois te donner un conseil, c'est regardez pas vos chiffres. C'est tout. Mais après, ça c'est dur. C'est comme si tu dis à quelqu'un avec un minimum de notoriété de pas regarder, de pas taper son nom sur Google. Mais je peux comprendre. Je peux comprendre. On a envie de regarder. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Mais après, toi, ça te permettrait quand même de juste avoir d'un indicateur si t'es sur la bonne pente ou juste même par rapport à ton contrat avec Ankama, de dire au moins je sais que je vais quand même pouvoir faire mes 15 tomes, tu vois. Ben, moi, je sais que Ankama m'a dit qu'ils étaient très contents de Reaper. Ouais. S'ils sont contents, moi je suis content. Je me lève, je dessine tranquille. Voilà, ils m'ont dit que la série pouvait continuer. J'avais fait un post avant le tome 4. Ouais, à la sortie du tome 3, j'avais fait un post où je disais que justement Reaper pouvait continuer sur autant de tomes que je voulais pour l'instant. Mais en fait, il y a toujours cette question d'insécurité et on sait jamais ce qui peut arriver du jour au lendemain. Tu vois, comme je t'ai dit là il y a 2 minutes, c'est que le manga français, j'ai l'impression que ça commence un peu à se restreindre, à se resserrer. Donc ça se trouve, ça flop. Demain, c'est Big Flop et Oli, quoi. Donc voilà, on sait jamais. Et en plus, on cite toujours les deux mêmes dans le manga français, Dreamland, Radiant, tu vois. Alors que t'as Green Mechanic qui arrive à son tome 8, Outlaw Player, il y en a 12. Ouais, tu n'as pas fait 16 De quoi? Shonen, il en a fait 16. Il y a Shonen qui a... Outlaw Player, Outlaw Player, il y en a 12, mais il a fait aussi BB Project, Omega Complex, il fait Dark Soul, là. Ouais, c'est une machine après Shonen. Mais il y en a plein, il y a les légendaires sagas, il y a déjà 6 ou 7 tomes, enfin... Oui, c'est vrai qu'on se en même temps. Everdark, il y a 7 tomes. Comme dans le manga où souvent c'est vrai que tu peux te limiter à citer Dragon Ball et Naruto et évacuer en fait. C'est ça, les classiques. Tout mais tant mieux quoi. parce que Dreamland et Radiant sont devenus des classiques. Pour l'instant, des classiques modernes du coup, clairement. Et justement, alors juste en ouverture, alors c'est vrai que t'as déjà un petit peu parlé du tome 5 avant, mais comment tu te vois un petit peu, qu'est-ce que tu veux nous placer un petit peu pour la suite, pour celles et ceux qui sont impatients et qui pourront ensuite continuer d'aller théorie crafter sur Discord. Ce que je pourrais dire, c'est que ceux qui n'aimaient pas Billy aimeront Billy. Ouais. Avec la lecture du tome 5. Ou alors ils la détesteront encore plus. Elle va arrêter d'être insupportable. Mais c'est ça. C'est que les premiers tomes, elle est insupportable. Mais elle a ses raisons de l'être. Elle a ses raisons d'être insupportable, comme tout le monde. Mais après, même avec le tome 5, ça se trouve, ils vont quand même pas l'aimer. Mais avec ce tome 5, je pense que les gens qui appréciaient pas Billy vont l'apprécier, vont l'accepter dans l'équipe. Et qu'est-ce que je pourrais dire? Vous êtes pas prêts? Allez. Vous êtes pas prêts? Allez, tu peux nous le vendre comme ça. Vous êtes pas aussi. prêts pour la suite de Reaper? C'est tout. Ça va être. Enfin, j'espère que ça va être incroyable. Moi, j'ai des grandes scènes que j'ai vraiment envie de dessiner, des trucs de fou. Je sais que par exemple, à la lecture du tome 4, des gens m'ont dit, OK, t'as fait ça, t'as fait ce que les fans de Power Rangers voulaient. Tu l'as fait, et je vais développer ce côté-là, quoi.
Je sais pas si tu vois. Ça serait plus d'armure, je sais pas, je dirais Megazord comme ça, ouais, un petit peu. Voilà. Très bien, on se comprend. Bah écoute, merci beaucoup, Avec plaisir. Géraud. Merci beaucoup. On se reparlera peut-être d'ici 2 ans pour quand on sera au tome 8 ou quelque chose comme ça. Et j'espère que cette fois tu n'auras pas oublié J'oublierai pas. qu'on s'était vu sur un toit à Saint-Malo. Très bien, merci encore de ton temps. Avec et plaisir. je vous rappelle que si vous appréciez ces podcasts, bah déjà allez découvrir Reaper. En plus, je crois qu'il y a un pack découverte pour les 3 premiers tomes. Oui, non il y a le pack des 3 tomes à 15,80 quelque chose et c'est le prix de 2. Vous avez les 3 tomes c'est ça, au prix de 2. c'est ça, Donc vous pouvez prendre les 4 au prix de 3. C'est ça c'est les bons comptes font les bons amis, mais vraiment très bonne série à découvrir que je vous recommande. Sinon, bah, j'aurais pas fait 2 podcasts avec l'auteur. J'ai pas que ça à faire non plus. Mais en tout cas, si vous appréciez ce travail, que vous souhaitez le mettre en avant, mais aussi celui des personnes qui y passent, n'hésitez pas à partager le podcast sur vos réseaux sociaux, à en parler à votre libraire, par exemple, s'il connaît pas non plus, à en parler autour de vous à tous les gens qui disent de la BD et des mangas. Et si vous reste des sous après avoir acheté les 4 tomes de Reaper, vous pouvez nous soutenir également sur notre Tipeee. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. On se dit à très bientôt pour la suite de nos émissions. Salut! Merci.